Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, ça va être une longue vidéo. Pourquoi? Parce que je vais installer FreeBSD sur voilà, FreeBSD sur le Dell Optiplex GX 260. Donc voilà, cette machine de 2002. Complètement oubliable, genre de machine que les gens jettent, que j'ai récupéré en 2013. Et voilà. Donc, là, avant d'installer FreeBSD, il faut que je fasse un truc, c'est qu'il faut que je change le disque dur. Parce que le disque dur qui est à l'intérieur a sa smart est pas propre. Donc, le disque dur est en mode caution. Donc, il faut faire attention. Donc, avec ça, le Dell, lui, je peux pas désactiver l'option pour vérifier l'état smart. Donc, à chaque fois que je démarre, il me dit « Appuie sur F1 pour démarrer l'ordinateur parce que le disque dur, il est pas bien. » Donc, ça m'emmerde. Donc, je vais changer le disque dur pour pouvoir pour qu'il puisse démarrer sans devoir faire F1. Et pour ceux qui se demandent, le disque dur qui est à l'intérieur, c'est un Maxtor. Sauf que, j'ai un petit peu beaucoup de Maxtor en fait. Donc je pense que je vais juste le remplacer par ça. J'ai beaucoup de Western Digital aussi, avec lesquels je pourrais le remplacer. Sauf que tout ça ici, c'est des Western Digital avec les roulements à billes dégueux qui font un bruit horrible. Donc il est hors de question que je les utilise. Puis j'ai un petit Samsung ici de 40 gigaoctets. Et Western Digital de 20 gigaoctets. 40, 10, c'est pas très utile ça, 10 gigaoctets. FreeBSD va en prendre 8 parce que je vais tout installer. 40 gigaoctets, lui aussi il fait un bruit de fou. Lui aussi. Puis celui-là, peut-être qu'il est un peu plus récent, mais j'ai pas envie d'utiliser un Western Digital, j'ai envie de vivre dangereusement. Voilà, c'est un autre Western Digital qui fait un bruit de fou. J'ai envie de vivre dangereusement. Donc, on va installer un autre Maxtor. J'ai ici un petit 60 gigaoctets de chez Apple qu'on va installer. J'ai aussi un de 200 gigaoctets, mais lui, je le garde. Je ne vais pas l'utiliser pour cette tâche. C'est beaucoup trop de toute façon, 200 gigaoctets. Donc, on va le mettre de côté. On va prendre lui. Voilà. Et je pourrais prendre l'autre aussi, techniquement, là. Ça, si vous vous demandez, c'est les disques durs Fireball 3 ATA 133. C'est des disques durs qui sont vraiment rapides. J'ai rien à redire contre eux. Puis en plus, comme vous pouvez voir, j'en ai 1, 2, 3, 4. Puis je crois que j'en ai un ailleurs. Donc vraiment, j'adore ces petits disques durs-là. J'ai jamais eu de problème avec. Il y en a qui disent qu'ils sont pas fiables. Mais j'en ai vu que un brisé dans toute ma vie. Tandis que ce genre de disque dur-là, je les ai vus par dizaines de brisés. Donc je sais pas trop quoi penser de ça. Donc voilà. On va donc faire un peu de place. Je vais mettre ça sur pause et je reprends. Bon, donc ces machines-là s'ouvrent ça, voilà. Il faut un tournevis. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Il y a le ventilateur qui fonctionne. Puisque il commence à faire chaud, c'est l'été au Québec aussi. Donc, on va retirer ça. Je vais vous montrer le Maxtor. Je vais le garder parce que un disque dur qui a des états smart mauvais, je m'en fous en fait. Je l'aurais laissé à l'intérieur si c'était pas du fait que l'ordinateur ne veut pas démarrer à cause de ça. Sinon, je l'aurais laissé. Donc, voilà. De toute façon, c'est un ordinateur pour le test. Donc, si le dur se casse, je m'en fous royalement. En fait, je peux refaire l'installation. Puis, c'est un ordinateur de pratique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'installe FreeBSD sur ce truc-là. C'est pas parce que je vais l'utiliser. Ça va être pour bidouiller.
apprendre les commandes, comprendre comment FreeBSD fonctionne. Voilà, on peut voir. Hop. Un petit Diamond Max plus 9 à 133 lui aussi, qui va à 133 mégaoctets secondes, de 80 gigaoctets. Donc voilà, celui-là, il va retourner dans la boîte à pièces. Il va falloir que je le teste pour voir s'il y a des problèmes, puis voir c'est quoi l'état smart, en fait, parce que je sais toujours pas c'est quoi l'état smart. Donc, on va prendre celui-là ici, comme je vous ai dit, qui vient d'un ordinateur Apple. Donc, ça doit venir genre d'un iMac ou un iMac, ce genre de disque dur-là. Il n'est pas précisé c'est quoi la vitesse, mais ça doit être de la TA100. Donc, je vais pas trop me plaindre. C'est une vitesse correcte pour ce genre de machine-là. Donc, oups, c'est à l'endroit. Non, c'est à l'endroit. Voilà. Hop. Et on installe le second rail. Parce que, bah oui, c'est mis sur des rails, ces trucs-là. D'ailleurs, c'est pas le bon rail. Il fait, mais il clipse pas parce que il est pas assez long ou épais, je sais pas trop. Donc, il clipse pas, mais il fait à l'intérieur, puis ben c'est assez pour maintenir le disque. Donc, voilà. Faut comprendre que les rails qu'il y avait à l'intérieur, je crois qu'ils étaient plus là, parce que quand j'ai eu l'ordinateur, le disque dur avait été retiré, voilà, pour des raisons évidentes. Donc, j'ai pas pu avoir les rails. Allez, il faut rentrer maintenant. Voilà. Bon, techniquement, les rails, ça devrait être comme ceux du lecteur de disquette. Je peux le retirer. Hop. Voilà, c'est ce genre de rail-là. Comme vous pouvez voir, l'autre disque dur, il n'y avait pas les mêmes. Donc, voilà. Donc, on va démarrer. On va aller dans le BIOS, c'est F2. Oh, on a un Easy BIOS. Puis ça démarre Windows 95. Ok. Ouais. Auxiliary. Ouais, ben là, j'appuie sur le clavier, puis il me dit que le clavier est brisé. Bon, lui, par contre, il fait du bruit. Je sais pas si je vais mettre ce disque dur-là, en fait, qui fait un bruit affreux. Hard drive, il est détecté. Je vais fermer le boîtier, on va voir si on l'entend encore. Non, on n'entend pas. Ok. Donc, c'est détecté, comme vous pouvez voir à l'écran. Ouais. Donc, on va fermer l'ordi. Voilà. Ok. On va démarrer sur l'USB. Alors, il faut que je ferme l'ordi. Parce que cet ordinateur-là, bien qu'il est capable de démarrer sur USB, il faut que la clé USB soit insérée quand l'ordi est éteint pour que l'ordinateur, le BIOS puisse déclarer la clé USB comme un disque dur. Donc je vais le brancher à l'arrière, puis on va voir si j'ai les performances, de meilleure performance, parce que c'est lent quand je l'avais branché à l'avant. Ça c'est fait. Donc là, ça devrait démarrer. Je devrais pouvoir démarrer sur l'USB. USB flash device, voilà.
Et là, je devrais pouvoir démarrer sur le truc. Bon, là, il devrait techniquement démarrer directement sur l'ISO de FreeBSD parce qu'il faut que EZ2Boot change la façon que la clé USB fonctionne, mais là, on dirait qu'il le fait pas. Mais là, ça, ce moment-là, c'est long parce qu'il faut qu'il fasse ses trucs. Donc, je vais mettre ça sur pause. Ah, voilà, comme je vous disais. Donc, vous pouvez voir ici, le menu a démarré en mode MBR, CSM, donc pas UEFI. Donc, vous pouvez voir ici, on peut choisir ce qu'on veut. On peut démarrer sur le disque dur, redémarrer, éteindre et d'autres trucs. Donc, on va démarrer sur FreeBSD. Voilà. Et là, ça charge, c'est bien. Ça devrait être plus rapide aussi, parce que là, on n'a pas les temps de latence du disque. Il faut savoir que j'ai déjà fait l'installation avec le CD, c'est pas la première fois que je le fais. Sauf que là, ça veut pas toujours fonctionner en fait. C'est un truc que j'ai remarqué, il y a certains ordinateurs qui n'aiment pas ça démarrer sur ce DVD-là. En fait, il y en a qui n'aiment pas ça démarrer sur les DVD tout court, alors que il date de 2002. Il démarre sur les CD-ROM sans problème, mais les DVD, ça y tente pas. Donc, je vais refaire pause. Bien, donc nous voici au menu de l'installation. Donc, vous allez voir, c'est différent de certaines installations Linux, comme par exemple Arch. Arch, comme vous le savez, c'est une des distributions Linux que j'utilise. Et Arch, il demande beaucoup plus de mettre de soi pour le configurer. Tandis que FreeBSD, lui, il vous permet de configurer avec un menu par ligne de commande assez simple. Donc, on va choisir le clavier canadien-français. Voilà. Voilà, j'ai ça ici et ça là. Donc, ça c'est bon, ça veut dire que c'est bon. On va continuer. Le nom, on va l'appeler Belle. Et je vais tout installer. Voilà. Puisque parfois quand je veux compiler des trucs, j'ai besoin des choses, puis il faut que je les mette de toute façon. Donc, d'ailleurs, c'est un truc intéressant qu'il y a dans FreeBSD, c'est que vous avez ce qu'ils appellent les ports. Donc, les ports, en fait, c'est un dossier dans lequel vous avez les makefiles pour compiler les binaires des programmes que vous voulez installer. De ce que j'ai compris, les binaires ne sont pas tous sur le disque. Il va les chercher sur Internet puis les compile. Mais c'est une façon simple de pouvoir compiler les trucs que vous voulez sans les installer à partir du gestionnaire de paquets pour être sûr qu'il est compilé pour votre ordi et qu'il va fonctionner. Sauf que très souvent, ça ne fonctionne pas pour moi. Donc, voilà. Donc, on va aller en mode auto. Je préfère manuel, mais c'est pas un ordinateur pour moi qui vaut la peine de, par exemple, je sais pas, de faire une partition root, une partition user, home ou ce que vous voulez. Donc, je vais pas le faire. On va tout garder sur une seule partition. Et il faut que vous fassiez attention. Vous choisissez votre disque. Donc, ADA, c'est pour ATA. DA, c'est pour généralement les trucs SCSI. Donc là, par exemple, ma clé USB est considérée comme un périphérique SCSI aux yeux du kernel. Donc on choisit le disque dur. Le disque entier, oui, ça va effacer le disque. On choisit MBR. Et donc, un autre truc aussi sous FreeBSD, c'est que les partitions, en fait, ils appellent ça des slices. Donc, puis, ce qu'ils appellent des partitions, en fait, c'est l'endroit où va être la partition dans la coupure du disque.
C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, puis comme vous pouvez voir, le disque a la MBR. Le premier slice étant au format BSD. Ensuite, on a la partition qui est de type FreeBSD UFS. Donc ça, c'est le type de partition. Et la deuxième partition qui est en swap. Franchement, c'est beaucoup de swap. 2,8. Mais je vais le... Ouf. Oups. Voilà. Hop, on reprend. C'est ça que je voulais faire. Modifier. Ah merde. Bon. Pas très grave. Faire back. Ok. Donc on va faire commit. Ça ne devrait pas être très très long. À moins que le disque dur ait des problèmes, ce qui est possible, c'est un Maxstar. Et là, ben, ça va chercher les trucs sur la clé USB et ça les installe dans l'ordi. La luminosité est au minimum. Hop. Voilà. J'essaye de faire en sorte que le taux de rafraîchissement est synchronisé et ça l'est à peu près. Donc ça devrait pas vous brûler les yeux. On est en quoi là? En 60 Hz, ok. Donc on est sur un Pentium 4, donc ça devrait pas être extrêmement long, mais je vais mettre ça sur pause. Donc ça va sauver du temps. Et ça va me sauver de l'espace. Donc, je vais laisser ça se faire et je reprends. Bien. Donc, là, ça l'a terminé de décompacter tout ça et d'installer les trucs. Donc là, on me demande de mettre un mot de passe pour le root. Donc, ça, c'est fait. On choisit la carte Internet. Donc, j'ai pas de carte Wi-Fi dans cet ordinateur-là. En fait, il y en avait une. C'est celle-là ici, une TP-Link, sauf qu'il n'y a pas les pilotes pour cette carte-là. Je dis il n'y a pas, mais techniquement, c'est un truc qui est bien avec FreeBSD, c'est que vous pouvez compiler des pilotes Windows pour les faire fonctionner sous FreeBSD, sauf que tous les pilotes que j'ai essayé ne fonctionnent pas avec, donc ça fait planter le système. Donc, bon, c'est pas très grave. De toute façon, je ne prévoyais pas vraiment faire du Wi-Fi avec. Donc, DHCP, oui. Oui, il devrait avoir le réseau. Donc, pas de IPv6. Donc, on va supprimer tout ça. Donc, 1.1, 1.1 et 8.8.8.8. Voilà. Amérique, Canada, Ontario, Québec, oui. Est-ce qu'on est le 14 aujourd'hui? Je ne saurais pas dire. Attendez 2 secondes. Alors oui. Donc ça c'est bon. Par contre on est 22h02. Voilà. On va mettre ça. Ça c'est inutile, PowerD. D'habitude je l'utilise, mais bon. Hop. D'habitude, je l'utilise quand je peux, mais là, c'est un Pentium 4, donc le support pour l'économie d'énergie, c'est pas trop ça sur les Pentium 4. Et je désactive le dump dev parce que si j'ai un programme qui crash,
ça me crée un truc .core qui est juste ce qui est en mémoire, qui a été mis dans un dossier pour qu'on puisse voir ce qui s'est passé, mais j'en ai pas besoin de ça. Et je crois que c'est tout. Ça ici... j'en ai pas besoin pour le moment. Je rappelle que c'est pour le test, donc j'ai pas besoin de tous les trucs de sécurité. Oui, on va rajouter un utilisateur, donc Lou. Oui. Si je veux l'inviter à d'autres groupes, donc oui, on va le mettre dans VHEL et vidéo. Vidéo, ça va être utile pour quand je vais installer les pilotes vidéo. Voilà. On va garder SH, c'est le shell, donc c'est le vieux shell que vous voyez, que les gens parlent. C'est celui-là qu'il y a sur FreeBSD, même si techniquement c'est TCSH qu'il y a. Il y a eu, il y a autre chose là, donc voilà. Donc le répertoire, ça va être ça. Permission, oui, non, non. Donc on va mettre un mot de passe. Voilà. Donc là, ça m'affiche les trucs à propos du compte. Hop. Et on va faire yes. Et non. Voilà. Donc là, c'est ici que je peux faire un truc. Donc on va aller dans le handbook. On va installer la documentation en français. Donc là, ça va aller le chercher sur le réseau. Voilà. Ça télécharge, ça ne va pas être très long. Donc ça c'est fait. Et je crois que c'est tout. Donc on peut faire exit. Non, on va pas faire des modifications. Et on va redémarrer. Donc je vais aller derrière l'ordi pour retirer la clé USB. Bien, donc ça démarre. On va faire rentrer. J'ai aussi ajusté l'écran. Il vient tout juste d'être ajusté. Donc il est le plus net qu'il puisse être. Et il est très net. C'est pas un écran Trinitron, mais ça fait le travail. Sauf que là, j'ai besoin de ma feuille d'installation. Ah, là-bas. Ça c'est fait, on va se mettre en tant que route. Voilà. Et on va maintenant faire les mises à jour. Donc ça va être très long. Je vais mettre sur pause et je vais en profiter pour aller faire autre chose parce que le Pentium 4 met sa vie. Donc, on va passer à... déjà, on va faire... pardon. On va passer de la version uname-a. Donc, on va passer de la version 12.0 à la 12.1. Donc, pour ce faire, je vais vous le montrer. Donc, on fait... déjà, il faut mettre à jour le système. Donc, on va faire FreeBSD update fetch. Donc, ça va aller mettre à jour notre 12.0. Ça va aller chercher les mises à jour pour 12.0. Ensuite, il faut refaire FreeBSD update install.
on met le PKG à jour et ensuite on va faire la commande que je vais vous montrer. Mais ben, là, tout ce que je peux faire, c'est d'attendre. Donc, je vais mettre ça, je vais arrêter la vidéo ici et je reprendrai une fois que ce sera terminé. Bien, donc comme vous pouvez voir, ça c'est fait. Donc maintenant, on va remplacer Fetch par Install, à savoir que vous pouvez mettre les deux ensemble. En fait, vous pouvez écrire FreeBSD update espace Fetch espace Install. Sauf que je fais ça en deux commandes pour garder ça simple pour tout le monde. Donc, on va faire ça. Et là maintenant, ça va installer ce qui a été téléchargé. Derrière, ça nous dit que 12.0 est supporté jusqu'au 28 février 2020. On est passé. Donc, on est passé cette date-là. C'est pour ça que je passe à 12.1 en fait, pour pouvoir avoir le support. Parce qu'il n'y avait pas l'ISO en 12.1, donc peut-être que j'ai mal regardé, mais c'est pas très grave, ça va juste mettre du temps, puis je peux faire autre chose en attendant, donc c'est pas très grave. Il y a la 13 qui va sortir bientôt, de ce que j'ai compris. Enfin, elle est déjà sortie, c'est juste que c'est pas officiel encore. Donc je vais rester sur 12.1 pour le moment. Je vais peut-être passer à 13 un moment ultérieur. De toute façon, 12.1 va être supporté jusqu'en 2024, je crois. Quelque chose du genre. Donc, j'ai pas à m'en soucier. Et je vais mettre ça sur pause encore une fois. Donc, je reprends une fois que ça c'est fait. Bien, donc ça c'est fait. On va maintenant faire PKG Update. Voilà. Et il n'y a rien à mettre à jour, c'est parfait. Donc là maintenant on va passer à la 12.1 comme j'ai dit. Donc on refait FreeBSD update et on fait espace upgrade, donc UPGRADE -R minuscule 12.1 et là on l'écrit tout en majuscule RELEASE. Vu que moi je suis en release, donc je vais rester en release. Vous avez d'autres options de distribution, donc moi j'utilise la release. C'est mis à jour 4 fois par année, si j'ai bien compris comment ça fonctionne. Et donc maintenant on va faire ça. Donc ça regarde les informations sur l'ordi, les miroirs. Donc là je peux voir le hub qui fait beaucoup de collisions, donc ça veut dire que ça communique. Parce que oui, cette partie-là, en fait, de mon installation est desservie par un hub 10 mégabits seconde. Donc c'est pour ça que les trucs sont pas vont à 600 quelques kilo-octets secondes. Ça pourrait aller probablement un peu plus vite si je me mettais sur le routeur qui a un switch 1 gigabit seconde par exemple. Et on peut voir aussi, on a le curseur de la souris, donc je vais aller le cacher pour pas qu'il se grave dans l'écran. Parce que techniquement là, c'est déjà, cet écran a déjà un peu de burn-in ici. Je sais pas pourquoi il y en a là, mais il y en a. Donc là, je sais pas trop combien de temps ça va mettre. Il y a un petit truc que je vais vous montrer avant qu'on puisse passer à l'installation. Et ensuite, je vais arrêter la vidéo et aller faire d'autres trucs parce que là, ça va être long. Ça va probablement mettre 1 heure, 1 heure et demie à tout mettre à jour. Bon, donc là ici, ça nous dit les composants suivants de FreeBSD semblent devoir être installés. Donc là, il me dit le kernel générique debug, SRC, base debug et la documentation. Ce qui est ce que j'ai installé, que vous m'avez vu installer dans le menu avec les options. Donc là, il me demande si c'est raisonnable. Je fais yes, entrée.
Et là, ben, il va faire ses trucs et il commence à télécharger sur... ben, à se synchroniser avec les serveurs internet et à télécharger. Donc, je vais laisser ça se faire, je vais arrêter la vidéo et je vais reprendre une fois que ça c'est terminé parce qu'ensuite il faut faire 2 derniers trucs et on est bon. Bon, donc comme vous pouvez voir, il fait jour, on est le lendemain, donc ça l'a pris, je crois, 3 heures pour faire tout ça, donc voilà, c'est un peu, ça va être un peu long, donc j'en ai profité pour aller me coucher. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va faire FreeBSD -update et on va faire install. Voilà. Donc là, ça va installer ce qu'on a téléchargé. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on redémarre. Et ensuite, on refait cette même commande. Donc, je vais mettre ça sur pause parce que là, ça va mettre son petit temps à faire. Donc, voilà. Bien, donc ça c'est fait. On fait donc un petit redémarrage. Oups. Voilà. Et on va refaire la commande. Donc, bien entendu, ben, faire la mise à jour, ça a été long parce que, ben, de 1, on est sur un Pentium 4 à 2,8 GHz, ce qui n'est pas une énorme merde pour ce système d'exploitation-là, parce que FreeBSD est un système d'exploitation quand même très léger. Donc, ce processeur-là reste assez bon pour ce système d'exploitation-là pour faire plein de trucs. Mais c'est surtout qu'il y avait 50 000 patchs à installer. Donc, c'est un peu long à faire, surtout avec un disque dur Maxstar, voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que ça a mis autant de temps à faire la mise à jour. Sur votre système d'exploitation, ben pas votre système d'exploitation, sur votre ordinateur moderne, ça va se faire beaucoup plus rapidement que ça. C'est pas de la faute à FreeBSD, voilà, juste pour préciser au cas où il y a des gens qui se diraient ce genre de choses-là. Bon, donc, ça c'est fait. Là maintenant on va refaire le FreeBSD update install et ça va, on va maintenant vérifier que tout est installé, qu'il n'y a rien d'autre à installer, que voilà, tout est fonctionnel. Et ensuite, je vais faire un uname-a pour voir si on est maintenant en 12.1. Comme j'ai dit, la 12.1 qui va être supportée pendant encore un bon moment. Parce que la 12.0, le support a terminé au début de cette année, en fait. Donc, voilà. Je vais remettre ça sur pause et on reprend une fois que c'est terminé. Bien, donc tout ça c'est terminé. Et on peut voir qu'on est maintenant en 12.1 Release P6. Donc voilà. Je crois que c'est pas mal tout ce que je vais vous montrer pour le moment. Cette vidéo-là, bien entendu, son but c'est pas d'être un tuto. C'est juste de vous montrer là, que j'installe FreeBSD. Bien entendu, ça aurait été beaucoup moins long si j'avais pas tout installé. Hein? Mais là, vu que j'ai tout installé, ben là, il faut que l'ordinateur vérifie tous les trucs. Ah, je vais vous montrer aussi un autre truc. Ça va être l'espace que va prendre FreeBSD. Là, ce que vous allez voir, c'est l'espace avec tout d'installé. Donc là, c'est une assez grosse installation. Donc, la vôtre va probablement être plus petite. Moi, la mienne, au début que j'avais sur le portable de test, faisait 3.5 gigaoctets avec les mises à jour, puis l'installation d'autres programmes et tout. Je suis rendu à peu près 10 gigaoctets d'utilisés. Donc, voilà, attendez-vous à ce que ça prenne à peu près ça. Pour moi, Arch prend un peu moins que ça. Donc là, si je fais df-h, vous allez voir que ça l'utilise 6 gigaoctets, donc ça l'utilise environ 3 gigaoctets de plus que l'installation de base. Donc voilà.
Donc c'est pas mal tout. C'est l'installation de base. Donc là, vous pouvez que faire des trucs en ligne de commande et des trucs simples. Donc, par exemple, il y a des trucs qui ne sont pas installés pour faire de l'interface graphique. Donc, il faudra que vous les fassiez. Je vais les faire dans la prochaine vidéo. Donc, bien entendu, comme je viens de dire, c'est pas des tutos. C'est juste moi qui m'amuse avec FreeBSD et que je vous montre ce que je fais. Donc, ben, voilà. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo d'installation de FreeBSD, et à la prochaine.